Bonjour à tous. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler un petit peu en fait de bioacoustique et on va voir un petit peu ce que c'est et surtout comment on peut appliquer en fait ces différentes notions pour le suivi des lagopèdes alpins en milieu montagnard. Alors, je vois pas trop les mains levées, etc. parce que je suis en plein écran là, mais par contre, gardez vos questions et n'hésitez pas, même alors si vraiment il y a une question urgente, je peux essayer d'y répondre, mais n'hésitez pas à le dire. Du coup, on va déjà voir un petit peu pourquoi en fait on a besoin de ces nouveaux outils et à quoi ça sert un petit peu. Alors, on sait tous que maintenant on est dans une grande crise d'extinction de la biodiversité et surtout une évolution rapide en fait de cette crise. Et du coup, avec des gros changements environnementaux et aussi des forts impacts de la société humaine. Du coup, il nous faut en fait changer un petit peu nos politiques de gestion et de conservation en fait de nombreuses espèces et surtout avoir des informations rapides sur celles-ci. Et comme Frédéric, ton, différents ton moyens, diaporama ne passe pas. ok, alors là, vous n'avez pas la deuxième Non, partie, quoi, on est sur la page de garde initiale. de garde. Alors, ce que je vais faire, c'est que, alors, j'arrête le partage, je vais essayer de repartager alors ces histoires. Ça marche? Ça marchait tout à l'heure, mais là, Ok. Alors mince, alors il faut toujours qu'il y ait un problème, mais c'est pas grave. Partager, du coup, hop, je partage l'écran. Et là, est-ce que c'est un peu plus fluide? là on voit l'écran, mais mets-le en plein écran parce que t'es pas en diaporama là. Ouais, non. Pourtant, là, je suis en diaporama maintenant, non? Nous, on voit la diapo contexte en jeu, mais on a l'écran Ouais. petit, quoi, avec les diapos sur le côté. Alors, et comme ça, Ça n'a pas mince, changé. pourtant ça marchait il y a 10 secondes. Ouais, on va y arriver, hein. Tu avais ouvert ton diaporama, tu l'avais ouvert, quoi. Il est Ouais. sur ton écran, quoi. Alors, attendez. Désolé du contretemps. Alors, pourtant, ce que je vais essayer de faire, alors, tac, je repartage. Et si je fais là, du coup, est-ce que ça passe mieux maintenant? Attends, on n'a pas là, on n'a rien du tout. Non, c'est pas le bon écran que tu partages pour l'instant. Ah, ouais, Ah, là, ça devient mieux, là. ouais, mais on n'a pas le plein écran, quoi. On a le. Ah, c'est bon là. C'est bon là. Ouais, C'est bon? Ouais, c'est ouais, c'est parfait. Ok. bon là. On y arrive. Voilà. Et du coup, Là, là, vous voyez on est que... sur la diapo contexte en jeu moyen verrou. Ok, ça marche. Et vous voyez après les moyens stratégiques. Ce que je ne sais pas, c'est le Oui, flux, en fait. C'est bizarre parce que... Oui, moi, on a Ok, toute la bon, diapo là. bon, nickel. Du coup, ce que je disais, c'est que bon, voilà, on a un problème de gestion et surtout qu'il faut qu'on réponde rapidement. Et il y a plusieurs outils en fait qui ont été développés, dont l'acoustique. Alors pourquoi ça s'est développé? Parce que premièrement, avec le développement de la technique en fait, et c'est ça qui a permis en fait aussi le développement de cette thématique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de générer une grande quantité d'informations. C'est aussi des disciplines qui sont transversales et complémentaires à d'autres disciplines, la génétique, le drone, tout ce qui est imagerie aussi satellite. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'on est capable maintenant d'extraire des informations liées à la bioacoustique. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioacoustique? C'est l'étude des communications acoustiques des animaux qu'on retrouve chez les insectes, chez les oiseaux, mais également chez les mammifères. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors bien sûr, on va retrouver tout ça, mais avant tout, la communication acoustique, c'est un échange d'informations. C'est-à-dire qu'on a un émetteur et un récepteur, ils vont échanger de l'information, que ce soit au sein d'une diade, comme un voisin et un étranger, ou même dans des réseaux de communication. Et ce qu'on essaye de chercher, c'est un petit peu qu'est-ce qui est codé et décodé comme un type d'information. Alors, il peut y avoir l'information spécifique, l'information individuelle avec la signature individuelle, importante pour la reconnaissance mère-jeune ou la défense territoriale, mais également d'autres informations comme l'expression de l'état émotionnel. C'est bon? Vous voyez les diapos au fur et à mesure? Ça va? C'est bon là. Mais tu as en bas, tu as un bandeau et il y a marqué votre écran est partagé Ouais. par le guide Zoom, mais tu peux masquer là, voilà.
Ouais, ça marche. Voilà, c'est parfait là. Du coup, on s'intéresse aussi, autre mis l'information, c'est comment se transfère cette information. C'est-à-dire, en fait, un petit peu les contraintes physiques de propagation. Avec ben, quel est le type de signal, quelles sont les contraintes, et puis surtout, par exemple, quelle est l'importance du bruit, que ce soit de la même espèce ou du bruit anthropique qui vient ben, directement des humains ou même directement induit par le milieu, que ce soit en montagne, avec le vent, mais aussi la météorologie et la topographie. Du coup, tout ça, c'est important aussi pour comprendre comment est transmise ces informations. Et maintenant, de plus en plus, eh ben, on ne parle pas vraiment de bioacoustique, mais on va à l'écoacoustique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoacoustique? En fait, ben, c'est toujours l'analyse de ces signaux acoustiques, mais à plus large échelle temporelle et spatiale. Avec cette fois plutôt des questions en écologie plutôt qu'en éthologie, ce qu'on avait tout à l'heure. En écologie, sur, par exemple, le suivi de la biodiversité. Et on change carrément d'échelle, c'est-à-dire qu'on passe en fait de l'individu jusqu'au paysage. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, on a des nouvelles questions. On a des questions sur la biodiversité, sur les niches acoustiques, sur aussi ben, l'écologie fonctionnelle, et aussi comment se structure un petit peu le paysage et voir les contraintes anthropiques. Et surtout, maintenant, ben, on essaye aussi de voir les changements globaux sur nos communautés et sur nos paysages via en fait le paysage sonore. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'un paysage sonore? Eh ben, ça dessine l'ensemble des sons audibles dans un environnement spatialement délimité. Et du coup, nos questions maintenant, un petit peu, c'est ben voilà, quelle est la diversité de ces paysages, quelles sont les niches acoustiques, voir les interactions entre les différentes communautés, hein, mais aussi la structuration et le fonctionnement en fait des écosystèmes et des communautés via l'acoustique. Alors, il y a plein, on mène pas mal de projets à l'OFB par rapport à ça, que ce soit au niveau de l'espèce avec les galliformes, ce que je vais vous présenter aussi, mais aussi d'un point de vue par rapport à la propagation et on a maintenant de plus en plus de projets sur la communauté, par exemple dans des forêts du Rizou, dans le Jura. On a aussi des problèmes de restauration d'habitat, que ce soit par exemple ici dans les Pyrénées ou par exemple aux Alpes. Et on va même un peu plus loin sur des notions un peu plus de paysage, sur par exemple les corridors, le programme hors champ, où on essaie aussi de quantifier des métriques via l'acoustique. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement, bon, ben, quand même, des suivis de la Copade alpin. Alors déjà, ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul, hein. C'est vraiment des travaux de convention, de partenariat recherche. Avant, j'étais à l'université, du coup, on avait fait ça avec ben, l'ONCFS à l'époque, avec Claude, qui est ici. Et justement, on a eu plusieurs conventions pour essayer un petit peu d'y voir plus clair. Du coup, c'est vraiment un travail d'équipe que je vous présente, avec plusieurs co-auteurs. Alors, pourquoi les lagopèdes et les galliformes de montagne? Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler là-dedans? Alors, bien sûr, déjà, c'est des espèces relativement très démonstratives durant la période de reproduction. Du coup, bah, ils vocalisent. Déjà, ça, c'est déjà pas mal pour faire un suivi acoustique. C'est des espèces aussi bio-indicatrices par rapport au changement climatique, de la fragmentation de l'habitat. Et surtout, il y a aussi pas mal de plans de gestion et de suivi de ces populations. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport justement à ces plans de suivi. Et il y avait vraiment une problématique par rapport à la vraisemblabilité des points d'écoute. Et on voulait voir si on ne pouvait pas trouver en fait de nouvelles méthodes en bioacoustique qui nous permettraient de faire un suivi de ces populations. En effet, la principale problématique en fait par rapport au comptage, c'est que ben, vous passez une personne en haut du massif, par exemple, ben, il faut qu'elle soit déjà sur zone 1 heure et demie avant le lever du soleil, et puis après, ben, de nuit, elle va entendre des vocalisations, elle va dire ah, ben, ça c'est un individu A, ça c'est un individu B, mais par contre, il y a sûrement des multiples comptages, on n'est jamais sûr que ce soit ben, le même individu ou des individus différents qui ont vocalisé. Et puis surtout, on ne sait pas tout à fait l'aire d'écoute en fait qu'on est capable de réaliser. Du coup, on ne sait pas du tout si par exemple on est capable de prendre un autre individu en compte ou c'est les mêmes individus qu'on a déjà enregistrés. Et en plus, là-dedans, bah, les oiseaux ils bougent, quoi. Du coup, c'est assez complexe. On les voit rarement en fait, à part au lever du jour où on est capable d'en voir quelques-uns. Et ça nous permet justement de valider un petit peu ce qu'on avait entendu, mais c'est quand même assez compliqué à échantillonner. Surtout que c'est une logistique quand même qui est relativement lourde. Par exemple, nous, les comptages dans les prochains mois de mai, bah, ils sont déjà fixés depuis plus de 2 mois, quoi. C'est-à-dire que les dates sont fixes et on est complètement tributaire des conditions un petit peu météorologiques. C'est pour ça qu'on a essayé de voir est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser les signaux acoustiques pour développer et améliorer justement des méthodes de comptage chez les lagopèdes.
Alors, ce qu'on a vraiment utilisé, c'est les signatures individuelles, en fait. Dans le contenu informatif des vocalisations, c'est la signature individuelle. Alors, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est ma présentation, il y a 5 parties. C'est voir un petit peu comment on a mis en place cette recherche de la signature individuelle, voir après comment on peut l'appliquer sur un échantillonnage à large durée, en fait à forte durée, voir après un petit peu, cette fois, comment on fait pour l'appliquer sur un secteur de comptage un peu plus conséquent avec 8 postes de comptage pour voir un petit peu la véracité de nos résultats. Et après, je vous présenterai les projets vraiment, alors cette fois à large échelle spatiale et temporelle, ça marche. Et après, on verra aussi un petit peu qu'on est capable aussi d'avoir des informations sur l'espace de détection et de propagation. Donc, première partie, OK, mise en place de la technique bioacoustique et voir un petit peu est-ce qu'on est capable d'extraire cette information individuelle et comment ça fonctionne. Alors, pourquoi c'est important cette information individuelle? Chez de nombreux oiseaux, en fait, dès que vous avez en fait une reconnaissance individuelle entre voisins, par exemple, pour adapter leur réponse comportementale, par exemple agressive vis-à-vis d'un étranger, les individus ont la nécessité de se reconnaître. Du coup, dans le signal acoustique est souvent codée l'information individuelle. Alors, ça peut être justement pour une réponse aussi comportementale, sexuelle face à vos partenaires ou même parentale envers sa descendance. D'accord? C'est souvent assez efficace parce que ça permet de diminuer le risque d'erreur et donc les dépenses énergétiques. Du coup, il y a quand même des fortes pressions biologiques par rapport à ce codage de cette information. Alors, comment on fait pour l'analyser acoustiquement? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer plusieurs vocalisations de plusieurs individus. Imaginons ici, on a A, B, C, ça c'est les différents individus. Eh ben, on va enregistrer plusieurs vocalisations du même individu, d'autres vocalisations d'un autre individu, etc., etc. Pour essayer d'avoir en fait, de la variabilité entre les individus, donc du coup inter-individuelle, mais aussi d'avoir de la variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire en fait à l'intérieur du même individu. Et après, ce qu'on fait, on extrait les paramètres acoustiques via, alors là, je vous ai mis le spectrogramme. C'est la représentation classique qu'on fait. Alors, le son passe pas très bien, mais je pense que vous allez quand même l'entendre. Du coup, en haut, c'est le merle, par exemple. Et là, par contre, là, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est le spectrogramme. C'est exactement comme une partition de musique. Et là, je vous montre un petit oiseau beaucoup plus petit, un triple bandeau. Du coup, là, on voit à peu près qu'on est vers 7 kHz avec carrément des différents types de vocalisations. Et là-dedans est codée l'information spécifique et aussi l'information individuelle. Du coup, une fois qu'on a extrait tous les paramètres acoustiques, la fréquence fondamentale, la durée des notes, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on calcule en fait différents paramètres. On fait des analyses statistiques. Par exemple, on est capable de calculer la quantité d'informations pour chaque paramètre. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un codage de l'entropie, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont potentiellement possibles de discriminer sur chaque paramètre. Et on peut même faire des analyses multivariées pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en fait variable entre les individus et constant au sein du même individu. Par exemple, ce qu'on utilise souvent, c'est des analyses factorielles discriminantes. Imaginons qu'on ait 3 paramètres, la fréquence fondamentale, la durée et par exemple le timbre. L'objectif de la fréquence de la discriminante, l'analyse factorielle discriminante, c'est d'exploser notre nuage de points, augmenter la variance pour essayer de trouver les nouveaux axes qui discriminent au mieux nos individus. Et du coup, on va avoir des nouveaux caractéristiques acoustiques et un nouvel espace acoustique qui discrimine au mieux les vocalisations entre les individus. Enfin, les individus à partir de la vocalisation. Et l'essentiel, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les variables qui sont capables de coder et surtout d'avoir du coup la combinaison linéaire qui maximise la variance inter et individuelle. Du coup, on a fait exactement ça sur le lagopène. Et ça a été la thèse de Thibaut Marin-Cudras, où on a fait des enregistrements directement in situ sur des animaux en fait qu'on connaissait plus ou moins, puisqu'ils étaient en fait soit capturés et équipés d'une balise GPS pour les reconnaître, soit on savait exactement où était leur territoire pour être sûr de l'individualisation. Du coup, on a fait des enregistrements, on a extrait les différents paramètres. Là, je vais essayer de vous faire écouter le signal. Je ne sais pas si ça va bien marcher, mais normalement, c'est bon.
voilà à peu près à quoi ça ressemble un signal de logopède. C'est un train de pulse, ça fait oh, 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 un petit truc comme ça. Et du coup, après, ce qu'on fait, une fois qu'on a tout extrait, on fait exactement la même analyse que je vous ai montré, une analyse discriminante, qui nous permet de voir un petit peu, bon, ben voilà, on a nos individus, c'est-à-dire qu'acoustiquement, ils sont différents. Mais par contre, bon, ben, ça, c'est un peu logique, c'est des individus qu'on avait déjà enregistrés. Et on voit que notre discrimination, elle marche bon, à 80% si on fait de la cross-validation. C'est-à-dire qu'on reprend un sous-échantillonnage, qu'on revérifie s'il l'a bien mis dans le bon cluster. Mais bon, après, ce qu'on s'est dit, très bien, on va réenregistrer après d'autres individus et après, on va les mettre dans cet espace acoustique qu'on a défini et on va faire purement du clustering pour voir le nombre de clusters, c'est-à-dire le nombre de patates qu'on va obtenir, qui va nous donner un proxy du nombre d'individus qu'on a sur zone. Et ça, pareil, on l'a vérifié avec des individus aussi équipés et on retrouve pareil un bon pourcentage en fait de classification correcte des individus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a comparé ça par rapport au comptage conventionnel par point d'écoute et on l'a réalisé en 2015, 2016 et 2017. Et voici à peu près les résultats. Ici, alors je vais voir si je peux faire un petit pointeur. Super. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà à peu près ça ce que ça donne. Ça, c'est l'acoustique. Tout ça, c'est les parties acoustiques. Et ça, c'est les comptages classiques par point d'écoute. On voit que par exemple en 2015, bon, ben voilà, par les points d'écoute, on a soit 4, soit 8 individus, c'est-à-dire la fourchette faible et la partie haute, c'est-à-dire qu'on est soit 4, soit 8 individus. C'est quand même, on a une grosse variabilité. Et on a refait aussi les comptages un autre jour, et là, cette fois, on avait soit 5, soit 7 individus. Acoustiquement, si on fait en fait la même manip acoustiquement, voici ce qu'on obtient. On obtient essentiellement, alors, on a un maximum à peu près vers 6 individus. Et après, on a un petit point ici, là, le petit point rouge, c'est au bout de passer un mois sur le terrain, on sait à peu près combien d'individus on a, et on l'a comparé à ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, les comptages classiques, ils sont quand même assez variables. Et tandis que les comptages acoustiques, on a quand même de la variabilité, il faut être honnête, mais par contre, on a quand même, on arrive à sortir un chiffre assez fréquemment. Par exemple, ici, c'est exactement le même chiffre qu'on a. Et surtout, on a une statistique, c'est-à-dire qu'on a un taux d'erreur et on est capable d'avoir une statistique, contrairement au comptage classique, où on a une grosse variable, mais on n'a pas vraiment en fait de statistique derrière. Du coup, déjà, ça semblait pas mal marcher. Et on est allé un petit peu plus loin par rapport à ça. C'est-à-dire que, ici, on avait déjà une méthode qui nous permet d'aider d'avoir le nombre d'individus et en plus une statistique derrière ce nombre d'individus. Du coup, on s'est dit très bien, on va essayer de l'appliquer cette fois, mais sur un suivi à large échantillonnage temporel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, cette fois, on est allé avec Claude directement en fait, dans le massif du Canigou, sur les pentes du Barbet, et on a implémenté en fait plusieurs capteurs. Et chaque année, même encore, on le fait. Pareil, on pose nos capteurs, etc. Alors, à l'époque, on n'avait pas les mêmes systèmes que maintenant. Maintenant, on a des systèmes qu'on met sur des poteaux, mais c'était le même principe. Et on a notre micro ici. Du coup, on le pose et on enregistre. Et on le pose directement sur Terre. Et ce qu'on voulait savoir, c'était quelle était un peu déjà la phénologie, l'importance de la météo et surtout, en fait, comment cette phénologie évoluait au cours du temps. Alors, voici à peu près les résultats qu'on a vus. On avait fait aussi un petit gradient altitudinal. Bon, alors ça, c'est toujours en cours. On verra après ce que ça donnera sur le long terme. Mais ce qu'on est capable de voir, c'est déjà on a un pic d'activité qui est à peu près 30 minutes avant le lever du soleil, quelles que soient les années. Et on est aussi capable de voir que voilà, les lagopèdes, ils sont essentiellement en fait dans la partie haute de notre gradient d'altitude. Maintenant, si on regarde un petit peu l'activité vocale, on voit aussi que on a différents types de vocalisation. On a aussi les poules qu'on a de temps en temps. Et on est capable quand même de ressortir beaucoup d'informations avec ces capteurs acoustiques. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a suivi cette activité vocale au cours du temps. Et du coup, c'est ça la grosse force en fait des capteurs acoustiques, c'est qu'on est capable de les poser et on enregistre pendant de longues périodes temporelles. Et là, vous voyez, on les a posés donc du coup, début avril, à peu près mi-avril à peu près. Et ce qu'on voit, c'est que on a toute l'activité vocale. Ici, vous avez le nombre de vocalisations enregistrées par jour et avec un gradient de vent qui est par cette nuance de gris. Ce qu'on voit, et ça c'est déjà intéressant sur cette espèce, c'est qu'on n'a pas un vrai pic en fait d'activité vocale. C'est que c'est très variable selon les conditions météorologiques aussi, c'est forcément parce que quand il y a beaucoup de vent, on n'enregistre pas grand-chose aussi. On ne sait pas si les oiseaux ils chantent moins ou si c'est nous qui enregistrons moins, mais en tout cas, il y a un effet de la quantité de vent.
Et ce qui est surtout important, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de pic d'activité vocale. Contrairement, par exemple, là, si je vous montrerais la même chose chez le troglodyte ou chez d'autres espèces de petits passereaux, ben là, on a un vrai pic d'activité de chant par rapport à la période de reproduction. Ici, on ne l'obtient pas, mais par contre, on est capable de voir un petit peu comment évolue l'activité vocale. Et déjà, en fait, déjà, c'est un premier information sur la présence aussi de ces espèces. Et après, bien sûr, ce qu'on a fait, on a fait exactement la même chose. Et on a calculé le nombre d'individus, en fait, à partir des vocalisations. Et ça, on l'a fait journalièrement, par jour, c'est-à-dire qu'on a extrait le nombre de vocalisations. Alors, il y a deux courbes, parce qu'en fait, il y a deux types de vocalisations. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et on voulait voir justement, est-ce que c'était quand même corrélé par rapport le nombre d'individus qu'on sortait selon le type de vocalisation. Et ça l'est. C'est déjà pas mal. Ce qu'on voit aussi, par exemple, ici, là, en 2018, on a le jour où on a réalisé le comptage au champ. Ce qu'on voit, par exemple, le jour où on a réalisé le comptage au champ, on n'avait pas une forte activité vocale. Du coup, forcément, on n'a pas non plus un nombre d'individus extrêmement important. Ce qui montre que le gros avantage d'avoir l'acoustique, c'est qu'on peut en fait avoir un échantillonnage sur tous les jours en fait d'une saison. Et du coup, avoir vraiment un effectif à peu près moyen sur toute la zone. Du coup, les gros avantages par rapport à dénombrement acoustique et par rapport à l'utilisation justement de ces balises un petit peu passives, c'est que, on est capable d'utiliser et d'extraire l'information individuelle, du coup, d'avoir une information sur le nombre d'individus captés par la balise. On a aussi une statistique, c'est-à-dire avec soit un biais, soit une erreur par rapport à notre comptage. C'est quand même relativement fiable par rapport à ce qu'on a obtenu, en tout cas, dans les Alpes. Après, bon, on a vu aussi qu'il y avait mobilité des malchanteurs par le GPS, mais je ne vais pas en rentrer là-dedans. On en parlera après si vous avez des questions. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir un échantillonnage temporel extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que cette fois, on a 1, 2, 3 mois en fait d'analyse à la place qu'on avait juste 2 mois. Du coup, c'est complémentaire à ce qu'on a fait jusque-là. Je reviens je reviendrai aussi un petit peu par rapport à ça plus tard, mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, on n'a pas de passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a une métrique qui est un petit peu différente des comptages classiques, parce que forcément, on ne capte pas la même chose avec les micros que l'oreille humaine. Mais par contre, surtout, le gros avantage, c'est qu'on a une longue période en fait d'échantillonnage. Du coup, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, bon, très bien, on va le tester sur un ensemble de sites, en fait, où on a plusieurs secteurs de comptage. Là, pour l'instant, on avait fait sur un seul, le Barbet, et maintenant, cette fois, on a fait ça dans Arsine, où vous avez 8 postes de comptage. Et exactement pareil, on a mis des capteurs avec le parc national des écrins. Et après, on a vu 8 balises et on a fait un enregistrement en continu de 2 mois, pareil. Et on a regardé un petit peu ce qu'ils avaient obtenu avec le comptage classique versus ce qu'on avait obtenu par rapport à nos, comment s'appelle, nos enregistrements acoustiques. Du coup, même topo, on enregistre, un enregistrement passif, on extrait les signaux des lagopèdes alpins, on calcule les paramètres, on fait l'analyse discriminante et les clustering, et après on détermine le nombre d'individus qu'on a sur zone. Alors, l'objectif était de voir un peu déjà quelle était la fiabilité par rapport au comptage traditionnel sur un nouveau secteur qu'on n'avait jamais enregistré, ni l'information individuelle, ni quoi que ce soit, pour voir vraiment comment ça fonctionnait. Et après, un petit peu, comment on pouvait utiliser ces informations et est-ce qu'on avait des nouvelles informations, en fait, qu'on pouvait en extraire. Du coup, voilà à peu près ce que ça donne. Là, ça s'est réalisé sur une semaine à peu près, pour vous montrer à peu près la variabilité. Du coup, ça, on représente nos différents individus. Là, j'ai mis la coloration qui a été coloriée par le clustering sur notre espace acoustique qui discrimine au mieux nos individus. Nous, ce qu'on obtient, on obtient quand même 27 individus différents sur un poste sur un secteur de 8 postes de comptage. Tandis que le comptage traditionnel, eux, ils comptent à peu près 15 à 18 individus. 15 individus le 15 mai et 18 individus le 23 mai. C'est énorme, on a une grosse différence. C'est-à-dire que nous, on compte 10 fois plus d'individus que ce qu'ils avaient compté. Alors nous, au début, on s'est posé un peu des questions. On s'est dit, bon, alors, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Comment on peut expliquer ça? Du coup, on est revenu un petit peu à la donnée brute, c'est-à-dire qu'on a en fait un nombre d'individus par enregistreur acoustique. Et après, on avait tout poulé. Du coup, par exemple, ici, je vous montre, par exemple, alors c'est pas un individu, l'individu 5, où c'est qu'il a été enregistré. C'est-à-dire que là, le clustering, il nous a dit, voilà, tout ça, c'est vocalisation
c'est cet individu qu'on avait ici, le 5, je ne le vois pas ici, où c'est qu'il ressort exactement, mais il est dans la matrice, là, il est là exactement, c'est celui-ci, exactement, et c'est même cette vocalisation. Du coup, on l'a extrait, et on a dit, ah bah tiens, c'est marrant, il est à la fois sur l'enregistreur 7 et aussi sur l'enregistreur 5. Ouais, c'est un peu bizarre, est-ce que ça c'est normal? Bon, bah, si on voit un petit peu la carto, bah, c'est normal parce que le capteur 5 et le capteur 7, ils sont à côté. Et du coup, sûrement, c'est un individu qui navigue de l'un à l'autre. Bon, c'est pas mal. Ce qu'on voit, c'est quand même, c'est relativement stable dans le temps. Il vocalise pas mal et il est assez uniforme au cours du temps. Pareil, l'autre individu, là, l'individu numéro, pardon, 14, bon, ben là, cette fois, il était que sur le capteur numéro 1. Et on voyait que bon, il vocalisait quand même pas mal sur ce capteur. Du coup, ça avait l'air pas mal et cohérent par rapport à notre type de résultat qu'on pouvait avoir. Par contre, on a pris d'autres individus où là, c'était un petit peu plus le bazar. C'est-à-dire que des fois, on le retrouvait à la fois sur le 8, sur le 7, mais aussi sur le 1, le même jour. Quoi. Par exemple, le 14 mai, on le retrouvait sur l'ensemble de ses capteurs. Et des fois, après, bah, il était sur l'autre, il était sur le 6, des fois, il était sur le 4, etc. Ou d'autres individus carrément qui naviguaient entre les différents capteurs. Alors ça, on s'est dit, bon, ben, soit c'est une erreur d'assignation par rapport à notre méthode de clustering, soit bah, potentiellement, bah, c'est autre chose, ou alors c'est des individus qui bougent. Du coup, on s'est dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un indice en fait de territorialité. Et on va dire que bah, un individu, il est vraiment territorial si, premièrement, il vocalise beaucoup, s'il vocalise pratiquement tous les jours, et si aussi, il navigue pas trop entre les différents capteurs. Et c'est comme ça que c'est pour ça qu'on l'a divisé par le nombre de postes de comptage qu'il a visités. On a fait cet indice de territorialité et voici ce que ça nous sort pour chaque individu. Ce qui est intéressant, c'est que bon, voilà, si on fait même un petit critère de WAR, de séparation de clustering, en fait, de cette variance, de cette valeur d'indice de territorialité, ce qu'on voit, c'est qu'on a bon, bah, à peu près 5 individus vraiment très territoriaux, mais en gros, on a 16 individus qui sont à peu près territoriaux. Du coup, ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on observait avec les comptages classiques. Si vous vous souvenez, c'était 15 et après, le lendemain, c'était, je crois, 17 individus. Et là, pareil, on trouve 16 individus. Ce qui est relativement bien et c'est ce qui est normal parce qu'en fait, lorsque vous faites un comptage classique au champ, au point d'écoute, eh ben, vous allez compter en fait des patates, quoi. C'est-à-dire que vous allez compter vraiment les individus territoriaux et pas du tout les individus satellites en fait. Vous allez les assigner à un groupe particulier, à une patate particulière, du coup à un territoire particulier. Ça montre surtout aussi qu'on a quand même à peu près presque 40% en fait, d'individus satellites, ce qui est énorme en fait, pour ce type de population. Et ça a été aussi un petit peu confirmé par la mobilité, parce qu'on a aussi équipé des individus de GPS. Et ici, on a par exemple un individu, pareil, ça c'est un matin de comptage, avec ici on a les secteurs de comptage. Ça c'est à Flaine, bon, c'est sur un autre massif, mais c'est pareil. Donc, du coup, on a par exemple un individu territorial qui reste au même endroit tout au long du comptage et un autre individu satellite, c'est-à-dire qui bouge, etc. Ici, enfin, pardon, le territorial, c'est le vert, du coup, il bouge très peu. Il va voir de temps en temps un petit peu le satellite, etc. Et ça, c'est vraiment le satellite, le rouge, qui va bouger et qui va, au cours du comptage, 8 heures, 2 heures, etc., 3 heures, etc., et tout ça, couvrir 1, 2, 3, 4, 5 secteurs de comptage. Du coup, on voit, par exemple, si on aurait eu des capteurs acoustiques, eh ben, on l'aurait compté aussi pareil dans ces 5 secteurs de comptage. Du coup, c'est tout à fait possible que des mâts satellites comme ça qu'on retrouve à différents niveaux. Du coup, qu'est-ce qu'on en retient? Ben, surtout qu'on peut avoir avec l'acoustique et avec l'échantillonnage spatial et temporel d'autres métriques et des métriques qui sont plus liées au nombre d'individus territoriaux versus le nombre d'individus satellites. Et je pense qu'à terme, c'est ça qu'il faudrait un petit peu analyser, c'est comment en fait cette quantité et ce pourcentage de population d'individus satellites fluctue au cours du temps. Parce que c'est directement ceux-ci en fait qui se reproduisent tout souvent, et tandis que ceux-ci, ben, ils vont avoir un effort moins important dans la reproduction. Et surtout, ça nous donne aussi une information sur un petit peu un indice de la disponibilité des femelles. Du coup, fort de tout ça, eh ben, on s'est dit, super, on est plus ou moins prêt à lancer, en tout cas à tester des projets large échelle. Du coup, là, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà à peu près les différents types de projets qu'on mène. On a eu un projet Poya-Artico où on a posé 80 capteurs dans tout l'arc alpin. Donc, du coup,
Du coup, avec de Haute-Savoie jusqu'au Mercantour et au Queyras. On a aussi un projet en Norvège, avec aussi des capteurs à la fois à Varangeard, c'est-à-dire au nord de la Norvège, et aussi au Svalbard. Cette fois, c'est pour voir un petit peu l'évolution en fait des populations de l'Agopus mutus, c'est-à-dire le roc Birmingham, versus le lagopède des sols, pour voir un petit peu exactement comme la thématique du renard polaire versus le renard roux, voir un petit peu comment les compétitions vont s'échelonner au cours du temps avec les changements climatiques. Et on a aussi un projet là qu'on mène quand même depuis plusieurs années au sein des réserves catalanes, où on a en fait d'anciens sites qui sont plus tellement utilisés par les oiseaux et des sites qui sont encore comptés par l'OGM et qui font encore euh, comment s'appelle qui font encore partie des comptages OGM, où on va voir un petit peu analyser justement ces zones périphériques par rapport à l'aire de distribution. Parce que si on veut avoir vraiment des informations sur la chute des populations, il faut vraiment aller travailler dans ces zones périphériques. L'objectif d'avoir ces différents projets à large échelle, c'est d'essayer en fait de mutualiser les outils et d'avoir en fait une thématique commune d'analyse des signaux acoustiques. Et du coup, protocole, matériel et analyse commune. Alors pour ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi développé en fait tout un pan par rapport à l'analyse et l'extraction automatique des signaux de l'agopède alpin. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu avec la Norvège un postdoc qui nous a permis en fait d'avoir un logiciel qui permet d'extraire automatiquement les signaux de l'agopède alpin. Alors, on n'est pas sur l'automatisation complète de la signature individuelle, mais par contre, on est capable d'extraire avec un très bon pourcentage de classification correcte les signaux de l'agopède alpin. Et surtout, on a fait une plateforme, et du coup, ça, par exemple, on l'a prêté à la LPO, et du coup, on passe pas mal d'informations par rapport à tout ça. Le type de résultat qu'on peut avoir, eh ben, c'est premièrement en fait des informations par rapport à l'activité vocale. Par exemple, ici, je vous montre le POIA. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'était les 80 capteurs qu'on avait posés en 2021 et 2022 sur l'ensemble de l'arc alpin. C'est-à-dire là, au niveau du Mont Blanc, au niveau de la Vanoise, les Écrins, le Dévoluy, le Queyras et aussi le Mercantour. Du coup, on est carrément capable d'avoir une activité vocale, c'est-à-dire le nombre de vocalisations, par exemple, par jour échantillonné, on peut carrément calculer ça, ou par jour où on a des bonnes conditions, etc., et voir un petit peu quels sont les secteurs où on a le plus d'activité vocale. Et là, on a fait aussi la même chose sur le nombre d'individus. Alors, pour l'instant, on a encore des problèmes, il faut qu'on affine un petit peu tout ça, mais c'est en cours de traitement, tout ça. Juste pour vous montrer un petit peu quand même la quantité de données, par exemple, ce projet, ça fait quand même plus de 16 Tera de données pratiquement, et ce qui fait 2 ans et demi en fait d'enregistrement. C'est-à-dire que si vous faites play sur l'ensemble des enregistrements, pendant 2 ans et demi, ça tourne en continu. Du coup, c'est sûr qu'il nous fallait des outils en fait, et il nous faut encore des outils et même du stockage pour pouvoir analyser tout ça. Du coup, ça pose quand même aussi d'autres problématiques. On en parlera tout à l'heure. Concernant les résultats par rapport à la Norvège, je vous montre un petit peu. Du coup, on avait pareil notre système qui permet de reconnaître automatiquement les lagopèdes alpins. On a aussi développé pareil le même système par rapport aux lagopèdes des sols. Et eux, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient carrément un gradient où en bas, théoriquement, ils s'attendaient à avoir plus de lagopèdes des sols parce que forcément, il y avait des sols. Et un petit peu plus haut, cette fois, avec un peu plus de lagopèdes alpins parce qu'il y avait moins de sols. Voilà à peu près. Voilà, c'est sûr, c'est ce qu'on a obtenu. Bon. Voilà à peu près sur les projets à peu près long terme. Maintenant, ce qu'on va voir un petit peu, c'est sur l'espace de propagation. Alors, parce que c'est bien beau d'avoir une activité vocale, c'est bien beau d'avoir un nombre d'individus, mais ce qui serait idéal, c'est pour avoir une vraie métrique, etc., comparable, c'est de pouvoir l'exprimer par unité de surface. Du coup, là, ça, c'est la thèse d'Arthur Guibard, où on a travaillé justement sur les contraintes physiques de propagation des signaux de lagopède pour voir un petit peu comment ça se propageait et surtout essayer de déterminer l'espace de détection. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'espace de propagation et l'espace de détection? L'espace de propagation, vous avez ici un oiseau, il va vocaliser,
Et vous allez estimer, en fait, à partir de l'intensité du signal, mais aussi même carrément la fréquence du signal, la quantité de bruit de fond aussi, et la qualité du bruit de fond autour, la topographie, estimer jusqu'où où va porter le signal. Et la distance de détection, l'aire de détection, en fait, c'est, vous avez un capteur ici, soit vous avec l'oreille humaine, soit un capteur acoustique, et vous allez estimer quelle est la surface que vous pouvez échantillonner. Du coup, on a fait ça. On a essayé de déterminer en fait un modèle. Tout ça, c'est par équation en fait logistique qu'on a réalisé des modèles en fait physiques de propagation. Et par exemple, ici, je vous montre à peu près un petit peu les premiers résultats. Ici, vous avez le même type de signal de lagopède émis dans différentes topographies. C'est-à-dire que là, vous avez des topographies différentes. Même signal, qu'est-ce qu'on voit? C'est que forcément, la topographie va influencer. Si c'est la topographie, elle n'est pas très prononcée, vous avez quelque chose plus ou moins circulaire. Par contre, si vous vous trouvez par exemple au fond d'une vallée, forcément, vous allez avoir un effondrement sur les bords. Et pareil, si selon la topographie, vous allez avoir du coup, c'est pas du tout circulaire. Ça marche. Et du coup, votre aire d'écoute aussi, par projection, elle ne sera pas du tout circulaire. Par exemple, je vous montre ici là, les résultats qu'on a eus. Du coup, par exemple, on a calculé l'aire de propagation des individus qu'on avait équipé de GPS. Ça marche. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 individus qu'on avait équipés en 2017 de GPS. Ce qu'on voit, c'est que ça, c'est le déplacement qu'il fait durant le comptage. C'est-à-dire, on a une minute, on prend un point toutes les minutes durant la période de comptage. Et ça, c'est par exemple pendant une journée. Ça, c'est la matinée. Quel est son déplacement la matinée pendant la période de comptage? Ce qu'on peut voir, c'est que, et on calcule du coup l'espace de propagation. C'est-à-dire que voilà, si l'animal il est au sol, voici à peu près l'aire de propagation qu'il va couvrir. Ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement fluctuant entre les différents individus. On a aussi une fluctuation entre les jours, forcément, par rapport au bruit de fond, etc. Où c'est qu'il est aussi, l'animal. Et ce qu'on voit, par exemple, si l'oiseau il est au sol, voici ce que ça fait. Et par contre, quand l'oiseau il fait son vol, parce que les lagopèdes ils font des vols en cloche avec un display bien particulier, voici en fait l'aire de propagation des animaux. Ce qu'on voit, c'est que par contre, là, c'est énorme en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'ils font leur vol en cloche, pratiquement, en tout cas les voisins, ils communiquent, ils couvrent en un seul vol en cloche l'ensemble de leur territoire qu'ils défendent, enfin de leur territoire de champ qu'ils défendent pendant la période de champ, en un seul vol, tandis que voilà, on voit qu'ils ne couvrent pas tout lorsqu'ils sont au sol. Et surtout, on voit que il y a du recouvrement. Du coup, les voisins, voire les voisins, le voisin encore après, s'entendent les uns les autres. Du coup, on s'est dit, ça c'est super, mais ça ne répond toujours pas à notre problématique de quelle est notre aire de détectabilité. Du coup, on a fait exactement un peu la même chose, où on a calculé, ah mince, je ne l'ai pas, voilà, c'est ça, si, c'est ça. L'aire d'écoute, en fait, des capteurs acoustiques. Du coup, ici, par exemple, vous avez 3 capteurs acoustiques. Pour ça, on a posé aussi un mât météorologique, parce qu'il nous fallait avoir le gradient carrément devant, le gradient aussi de température, l'ensemble aussi de l'humidité, etc. Du coup, il nous fallait quand même avoir pas mal de données météorologiques. On a posé tout ça, et ce qu'on a réussi à calculer, du coup, c'est par réciprocité l'aire de détection des différents capteurs. Du coup, ici, on a un capteur, ici, on a un autre capteur, et ici, on a le capteur, le dernier, le troisième. Ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'échantillonner aussi la quantité qui est recouverte entre les différents capteurs. Et aussi, ce qu'on est surtout capable de faire, c'est d'estimer l'aire en fait, d'écoute. Et on voit, que ce n'est pas forcément circulaire, et surtout que c'est variable d'un jour ou l'autre. C'est-à-dire que là, la position des capteurs, elle est exactement la même. Ça marche. Là-dedans, par exemple, si vous êtes par exemple juste le 1er juin, c'est-à-dire que là, pratiquement, par contre, comment s'appelle, la météorologie, c'est la même entre les 3 capteurs. Du coup, là, ce qui influence vraiment sur la shape et la forme en fait, de l'aire de détection, c'est uniquement la topographie, pratiquement. Tandis que là, si on prend le 23 juin par rapport au 1er juin, là, ce qui change essentiellement, c'est en fait comment s'appelle, la météorologie et donc du coup le bruit de fond. Là, on voit qu'on a beaucoup moins de bruit de fond. Du coup, notre aire de détection sera beaucoup plus grande. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? C'est qu'à terme, il va falloir en fait exprimer tout ça pour chaque capteur.
Alors pour l'instant, ça, on ne l'a pas encore automatisé, mais ça nous permettrait d'avoir cette fois un nombre d'individus ou même une activité vocale par unité d'air. Et comme je vous montrais, en fait, l'activité vocale, elle était extrêmement variable au cours du temps. Et bien, si ça se trouve, en corrélant par rapport à ça, à cette aire d'écoute, on verrait quelque chose de beaucoup plus lisse et une activité moyenne acoustique. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu, il me reste à peu près un petit peu moins de 10 minutes de perspective. Du coup, qu'est-ce qui nous manque encore un petit peu à faire? Bon, on voit que le déploiement à large échelle, ça a généré énormément de données. Il va falloir automatiser tout ça et on n'en est pas encore, on n'a pas encore fini en fait toutes ces parties, quoi. Surtout par rapport à la signature individuelle. Pour l'instant, ce qu'on a bien automatisé, c'est l'extraction automatique des signaux acoustiques. Du coup, en activité vocale, c'est pas trop mal, ça marche, ça marche plutôt bien. Du coup, il va falloir un petit peu automatiser ça. Et surtout, il y a aussi d'autres personnes qui sont intéressées maintenant par ça et qui ont aussi développé on leur a passé aussi une partie de nos méthodes, etc. et qui font la même chose. Par exemple, à LPO, ils font aussi une méthode d'évaluation en fait de la bioacoustique et pareil sur l'Alpe du Nord essentiellement. Du coup, il va falloir se mettre un petit peu en commun pour essayer de partager et de mutualiser aussi ce type d'informations. Pour l'instant, et là, autant l'automatisation de la signature individuelle, j'y crois bien parce que là, avec la Norvège, on va essayer de mettre ça en place. Autant après l'automatisation de l'espace de détection et de propagation et surtout de détection, ça va être plus compliqué. Et du coup, on n'y est pas encore. Et après, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. C'est-à-dire que aussi qu'on analyse ce paysage sonore. C'est-à-dire qu'on enregistre, là, pour l'instant, on extrait uniquement les lagopèdes alpins. Par contre, on enregistre tout, hein. Quand vous posez un capteur, tout est enregistré. C'est-à-dire toutes les autres espèces, le paysage global, etc., les paramètres anthropiques même, les paramètres aussi géophoniques, tout est enregistré. Du coup, je pense qu'il y aura un gros travail à faire sur voir explorer un petit peu en fait l'activité vocale et le nombre d'individus par rapport à tout ce cortège des communautés de passereaux et même d'insectes qu'on retrouve à ces altitudes. Et du coup, il ne faut jamais oublier que voilà, là, ce que je vous ai montré, c'est au niveau centré sur une espèce ou sur la propagation. Maintenant, on fait aussi plein d'autres études basées plutôt sur les communautés des oiseaux, par exemple dans le débérizou ou des insectes. On est capable d'avoir des informations sur même carrément sur plutôt de l'écologie fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple le nombre de bourdonnements nous donne aussi quand est-ce que par exemple il y a la fonction de butinage ou quand par exemple on analyse le tambourinage, on a aussi une fonction un petit peu des vieux arbres, la quantité de vieux arbres qu'on a dans la forêt. On a aussi d'autres utilisations de cette bioacoustique et de cette écoacoustique pour comprendre les écosystèmes et les paysages. Du coup, il va falloir aussi un petit peu sortir juste de ce cadre des individus pour aller à une autre échelle. C'est ce qu'on essaye de faire dans mon équipe. Enfin, concernant... là, ça ne veut plus passer, mais... Vous m'entendez toujours? Oui, ça marche. Oui. Ok, ça marche. Super. Du coup, ce qu'on a aussi, c'est on continue en fait sur d'autres espèces. Par exemple, on a là, je co-encadre une thésarde de l'ONS sur justement la reconnaissance automatique des grands tétras. Où cette fois, là, vous avez vu, ça nous a pris énormément de temps d'acquérir en fait toute cette base de données. Et là, on va faire tout par IA. C'est-à-dire, on va essayer de faire de la classification semi, voire non supervisée à partir de l'intelligence artificielle. Pour voir déjà si ça marche, etc. Et puis après, si on peut aller plus loin aussi sur ces espèces un petit peu sensibles. Et concernant un petit peu, on avait vu que les contraintes de propagation, c'est super intéressant. Et il nous faut en fait cette notion de détectabilité. Pour que ce soit vraiment une métrique utile, il nous faut ça. Pour avoir un nombre de vocalisations par unité de surface. Et du coup, là aussi, je co-encadre en fait une étudiante, Manon du Cruté, qui travaille justement sur les stratégies en fait spatio-temporelles de détectabilité en fait des signaux acoustiques. Donc, pour finir, on en est loin encore un petit peu. Il va falloir développer aussi toute une plateforme numérique, voir comment on arrive à cartographier ces données, les stocker aussi à moindre coût et surtout à moindre coût écologique, en fait. Est-ce que c'est possible, pas possible? Parce que là, vous avez vu la quantité de données que ça génère. Comment on fait ça pour alimenter ça sur le long terme? Et après, intégrer en fait des algorithmes d'analyse
acoustique et traitement du signal, IA, etc. Faire un système où, avec une plateforme, on aurait différents modules qui viendraient se rajouter au cours du temps. Voici un petit peu mon objectif pour ces prochaines années. Et enfin, juste un petit message pour vous dire, c'est transversal en fait la bioacoustique. On n'a qu'une image. On a une image des individus qui vocalisent. Du coup, c'est qu'une partie en fait de notre diversité, notre biodiversité. C'est de la diversité acoustique. Ça marche. Du coup, il faut en fait coordonner ces actions avec d'autres métriques, intégrer et comparer avec les autres données, télémétrie, modèles d'habitat, imagerie satellite, LIDAR, ADN, etc. C'est super important. Et du coup, on a encore quand même pas mal de verrous pour avoir un outil efficace. En tout cas, c'est vers ça qu'on tend. Un outil efficace, des protocoles standardisés. Essayer d'avoir une politique commune aussi de gestion de la donnée et de l'analyse. En fait, ces données, elles peuvent servir à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent travailler sur les insectes. Et bien voilà, nous aussi, on les a dans nos capteurs acoustiques. Comment on fait pour mutualiser tout ça? Et d'essayer d'avoir aussi des actions concrètes, par exemple de suivi, pollution sonore, la trame blanche. De plus en plus, maintenant, des personnes travaillent sur la trame blanche. On a travaillé, par exemple, sur la connectivité acoustique, c'est-à-dire voir un petit peu, par exemple, dans les corridors, est-ce qu'ils sont connectés ou pas, et acoustiquement, et voir avoir d'autres maîtrises de connectivité de ces paysages. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec le projet Arbi à la Flaine, où on voit la connectivité entre une station de ski versus une réserve naturelle, et voir un petit peu comment ces paysages acoustiques sont connectés. Du coup, il y a plein de champs et plein de domaines de recherche qui sont en cours de développement. Ça ne va jamais venir remplacer, attention, je le répète, parce que tout le monde dit, ah super, on va arrêter les comptages classiques et traditionnels. Pour moi, non, parce qu'on n'a pas le passé, quoi. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle métrique, il faut qu'on le développe, etc. On peut avoir des nouvelles notions, par exemple, sur des zones qui n'étaient pas utilisées ou qui étaient avant utilisées. Du coup, en limite d'air de répartition des espèces, ça peut être super intéressant. D'autres métriques comme les individus satellites, ça aussi, ça peut être super intéressant à rajouter dans nos modèles pour avoir un petit peu plus d'explicativité. Mais c'est pas, on va pas, pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'est pas prêt pour remplacer tout ça, quoi. Les constats classiques. Du coup, voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci de votre attention et du coup, place un petit peu aux questions. Je vais couper du coup mon partage et j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Et en tout cas, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. J'arrête le partage.